les meufs, aujourd'hui je reçois Anaïs de l'Institut Citoyen. Bonsoir Anaïs. Bonsoir. Je tiens aussi à remercier le public qui a été avec moi ce soir. Bonsoir. On va d'abord parler de toi Anaïs. Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Quel est ton parcours professionnel, ton parcours universitaire? Ok, question très large. Du coup, moi, je suis Anaïs Abchar, j'ai 26 ans, je suis engagée associative depuis que j'ai 16 ans. Et à côté de ça, j'ai une casquette en développement durable, donc j'ai été consultante RSE pendant quelques années. Et depuis 2020, j'entreprends dans l'associative, donc j'ai monté une première structure. Et là, cette structure a évolué en étant l'Institut Citoyen, dont je suis la directrice générale. Voilà. Bien, c'est pas mal, hein. C'est pas mal comme cursus. Dis-moi, comment ça a commencé l'Institut Citoyen, sachant que quand je t'ai connue, t'avais lancé une association qui s'appelait Want to Help, où t'étais vraiment centrée sur le fait que les 18-25 ans soient plus engagés et s'engagent un peu plus. Quel a été le parcours et qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à créer l'Institut Citoyen? Effectivement, du coup, j'ai un peu touché l'entrepreneuriat assez jeune. L'anecdote, c'est que j'ai fait un podcast. C'est mon tout premier projet. Un podcast qu'il faut pas chercher parce que vous allez le trouver. C'est catastrophique. Et puis, j'ai fait plein de trucs. Et en fait, moi, j'ai toujours eu la fibre sur les sujets d'engagement. J'ai grandi avec un père qui était très engagé. Donc, c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi. Et donc, pendant le confinement, j'ai eu envie de m'engager davantage, de passer un peu de l'autre côté parce que j'ai toujours été du côté bénévole et d'encourager d'autres jeunes qui, comme moi, avaient envie de s'engager et qui savaient pas trop comment. Et donc, OneToWeb a eu plein de formes. On a été un média, après on a évolué, on a essayé de mettre en place une plateforme et puis on a créé des événements où on mobilisait notamment des lycéens sur des sujets de société en lien avec des associations locales. Et on a fait ça pendant 3 ans. C'était hyper passionnant. On a eu des partenaires assez prestigieux qui nous ont accompagnés comme ONU Femmes, le cabinet de conseil de Deloitte, etc. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on arrivait à mobiliser des jeunes qui étaient déjà intéressés par l'engagement. Du coup, il y avait la question de comment on ramène des jeunes qui n'ont pas encore passé le cap de l'action. Et donc, on a travaillé sur l'aspect sensibilisation. Dans OneToWeb, on faisait déjà beaucoup de jeux, beaucoup de pédagogie, et donc on a repris ça et en fait on a créé des jeux en fait pour s'engager, pour dire simplement des outils de sensibilisation à travers des jeux de cartes qu'on a créés. Donc on a créé la fresque de l'engagement durable qui est basée du coup sur les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Et du coup, on a créé un jeu de cartes de 42 cartes qu'on fait auprès notamment des 18-25 et aussi auprès des entreprises qui veulent valoriser leur stratégie RSE. Et là, une petite info, on n'a pas encore communiqué, mais ça arrive. On a créé le jeu de la citoyenneté. Et donc, pareil, c'est un jeu pour parler de ses engagements à l'échelle locale, de ses droits et ses devoirs en tant que citoyen, et de comment on peut agir hyper concrètement à l'échelle locale, en lien avec les municipales. Donc, ça, c'est le deuxième projet qu'on a lancé récemment. Ça a été riche, en fait. En fait, c'est tout ça qui t'a amené à créer l'Institut Citoyen. Est-ce qu'on peut dire que OneToWeb t'a aidé à un peu poser tes premières bases pour comprendre un petit peu quel était ton public, quels étaient leurs besoins, comment ils avaient besoin d'évoluer? Parce que là, ton constat était que les jeunes n'étaient pas forcément attirés par ce domaine-là, donc du coup, ça a été ton petit cabinet d'expérimentation. C'est exactement ça. Ouais. Ça a été un énorme terrain de jeu. On a testé plein de formats, on a fait des escape games, on a testé des formats le samedi, des formats le dimanche, on a parlé aux jeunes, on a mobilisé des jeunes, on a parlé à des associations, on a travaillé avec des établissements scolaires. Donc ça a été une vraie expérience hyper riche et un citoyen, en fait, c'est le résultat de vraiment 3 années de travail et presque 10 ans d'engagement. Donc je suis assez fière de ce projet qui se développe et ces jeux de cartes qui sont en lien aussi avec toute l'expérience qu'on a et l'expertise qu'on a créée ces dernières années. Et comment est né le jeu de cartes? Ça s'est basé sur des choses qui existaient déjà ou vous l'avez construit vous-même? Un peu des deux. En fait, on s'est basé du coup sur le format un peu la fresque mère, n'est-ce pas, qui est la fresque du climat, qui va vraiment permettre de parler du changement climatique. Et nous, on avait vraiment besoin de parler d'engagement et de parler notamment de l'aspect social et sociétal. Et donc, on a utilisé un outil qu'on utilisait déjà avec OneToWeb, qui sont les objectifs de développement durable des Nations Unies. Et donc, il y en a 17.
Et on va parler de pauvreté, on va parler d'éducation, on va parler de santé, on va parler de changement climatique, on va parler de vie terrestre, de vie aquatique. Et donc, en fait, c'est un référentiel qui est utilisé déjà par toutes les organisations, qu'elles soient publiques, privées, établissements scolaires. Donc, c'est un référentiel qui parle à tout le monde. Et ensuite, nous, on a mis notre patte en créant des cartes défis, qui sont un peu mes cartes préférées. Et en fait, pendant l'atelier, pendant le jeu, les participants vont devoir choisir un objectif et ils vont devoir résoudre un défi collectivement. D'accord. Et donc, ils vont devoir proposer une initiative. Donc là, on retrouve un peu la patte de One to Help avec... avec l'escape game, là. Exactement. Et donc, du coup, nos ateliers, c'est pas juste de la sensibilisation, c'est vraiment du passage à l'action. Donc à chaque fois, à la fin, les participants ils repartent avec des actions hyper concrètes qu'ils vont pouvoir mener dans leur organisation ou dans leur quotidien. D'accord. Donc c'est à la fois pour amener les jeunes à travailler sur des sujets en étant acteurs en fait de leur engagement, et d'autre part c'est mettre des actions en place dans une entreprise parce qu'elle aura envie de travailler sur cet axe-là. Exactement. Alors on intervient par exemple en entreprise où là on va vraiment engager les collaborateurs sur la démarche RSE qui se base du coup sur ces objectifs de développement durable. Et là en fait on va rendre les salariés et les collaborateurs complètement acteurs de la démarche, et c'est eux qui vont devoir proposer des initiatives à mener en interne. Donc ça rend la politique en fait, outre l'aspect descendant, ça la rend 100% participative. Quand on intervient dans un établissement scolaire, pareil, on va accompagner les étudiants à mener une initiative dans le cadre de leur parcours scolaire. Ça rentre dans le parcours pédagogique, en fait. Ça rentre dans le parcours pédagogique. Okay. Et après, quand on le fait, par exemple, au sein des associations sur la citoyenneté, là, ça va être vraiment plus des jeunes. Donc là, on est en dessous des 18 ans qui vont devoir réfléchir à des problématiques citoyennes à l'échelle de leur territoire. Donc, on garde la même démarche pédagogique du passage à l'action et on l'adapte au contexte, en fait, tout simplement. Ok. Donc, ça veut dire que pour les entreprises, ça aide à ce que les salariés soient plus engagés dans la démarche RSE. Pour les jeunes, ça rentre dans le parcours pédagogique, et pour les associatifs, ça ancre sur les démarches du territoire, en fait. Exactement. T'as utilisé One to Help pour faire ton expérimentation, t'as travaillé avec le jeu et t'as vu comment tu voulais l'insérer vers les différents publics que tu voulais adresser. Exactement. Et donc, on a un enjeu vraiment d'avoir un outil qu'on a conçu comme large, mais qu'on adapte toujours au contexte spécifique. Et on forme aussi, on a des animateurs qui interviennent avec nous et qui vont devoir s'adapter aussi au contexte. D'accord. Et donc, c'est l'avantage d'être dans un public large, mais on cible par l'animation et le contexte surtout. La question que je me posais, c'est quand j'ai fait un petit peu de recherche sur les fresques, parce que t'as les fresques du climat, les fresques de l'engagement. Alors, j'ai deux questions. C'est, d'une part, qu'est-ce qu'une fresque ? Parce que moi, quand je pense fresque, je vois un dessin, mais rien à voir. Ou peut-être que ça a à voir, parce que j'en ai jamais fait. Mais en fait, qu'est-ce qui différencie une fresque d'un design thinking, par exemple ? Enfin, on a deux techniques qui sont différentes, mais peut-être que c'est pas adressé de la même façon. Alors, pour donner la définition d'une fresque, en tout cas comme on l'entend dans les ateliers d'intelligence collective, c'est un atelier qui va permettre de transmettre des informations à travers un aspect ludique et participatif. Nous, on utilise des méthodes de design thinking dans notre atelier. En fait, moi, je trouve que la fresque, en fait, et pourquoi on l'appelle la fresque, c'est qu'à la fin, les cartes forment une fresque avec des causes, des conséquences. Nous, on va mettre en avant les différents objectifs de développement durable, les défis. Et à la fin, tu as une belle table remplie d'éléments, d'informations, etc. Concrètement, pour les méthodes de design thinking, effectivement, on utilise, nous, par exemple, des méthodes d'intelligence collective. On utilise la méthode de création à travers des post-it. Donc, tu vois, on utilise des techniques d'intelligence collective qu'on peut faire en atelier, en formation. Et les cartes, c'est vraiment, moi, je les vois comme une base, en réalité, d'informations qui permettent de transmettre des éléments assez clés, assez spécifiques. Nous, on met des statistiques clés sur chacune des problématiques et chacun des objectifs de développement durable. On va parler des défis, toujours avec des statistiques. Et donc, ça nous permet d'avoir ces informations-là à travers le jeu de cartes, qui est un truc super ludique et super sympa à faire en équipe. D'accord, donc personne s'ennuie finalement, quoi. Exactement. Parce que tout le monde... 100% participatif. D'accord. Et comment ça se passe ? C'est un travail que vous faites en amont, il y a une recherche, une définition du besoin avec le partenaire. Oui. Ça dépend si on est contacté ou on contacte le partenaire. On a une phase de personnalisation. Donc, on a un call où on va, après avoir validé, on va se dire, OK, qu'est-ce qu'on va vouloir mettre en avant pendant l'atelier? Est-ce qu'ils veulent parler d'un engagement plus que d'autres? Est-ce qu'ils ont envie, au contraire, d'être plus larges? Est-ce qu'ils ont un projet qui est déjà mené en interne et qu'ils ont envie qu'on valorise? Et donc, on fait ce travail-là en amont.
on fait un petit brief et puis après on y va avec nos cartes et notre matos et let's go. Voilà. Ok. Et les ateliers durent combien de temps généralement? 2h30. 2h30. Ouais. D'accord. Exactement. Et là, il y a ton autre projet que tu veux défendre. Et à plus long terme, qu'est-ce que tu as envie d'avoir dans l'Institut citoyen? L'Institut citoyen, moi, je le vois vraiment comme un laboratoire d'idées. L'idée, c'est de mettre en place des dispositifs sur les questions d'engagement, de citoyenneté et de durabilité. Là, on a créé un nouvel outil pédagogique. L'idée, c'est de voir, en fait, selon les besoins, s'il y a besoin de créer d'autres ateliers, de produire des éléments de recherche, de produire aussi des outils pédagogiques et des contenus, en fait, aussi pour un certain nombre d'acteurs. Donc, voilà, on a encore plein de choses à faire. Et nous, on a une démarche vraiment de transmission. C'est-à-dire qu'en fait, on anime des ateliers et ensuite, on peut former à l'animation. Donc, typiquement, on a eu un partenariat avec le Crous. On a formé 15 étudiants. Donc, on a fait un atelier, on a fait une fresque de l'engagement avec eux. Et ensuite, on les a formés pour qu'ils puissent eux-mêmes animer un atelier. Et donc là, pour qu'ils puissent eux-mêmes retransmettre ça à d'autres étudiants au sein de leur résidence Crous notamment. Donc pour les étudiants, ça a l'air assez clair, mais est-ce que pour les adultes, tu vois d'autres types d'évolution? Parce qu'on sait que maintenant, les jeunes vont mettre un point d'honneur à avoir une entreprise qui est dans l'engagement et qui s'engage. Donc est-ce que les entreprises à long terme et les adultes à long terme, enfin les personnes qui sont salariées, auront envie de vraiment développer ces champs-là? Et qu'est-ce que vous avez prévu pour eux? Alors, on a beaucoup de demandes de collaborateurs et ou de personnes qui se lancent à leur compte, qui souhaitent être formés à l'atelier. D'accord. Ça, c'est une vraie volonté. Ils veulent être formés à l'atelier juste pas pour l'atelier en lui-même, mais pour en fait apprendre sur le développement durable, être en capacité de le retransmettre. Il y a une partie des personnes qui souhaitent le faire dans un contexte informel, bénévole, entre amis. T'as ton jeu de cartes, tu sors et tu pars d'engagement. Mais on a aussi des personnes qui souhaitent le faire à leur compte au nom d'un citoyen. Et donc, on est en train de développer notamment un parcours animateur justement pour ces personnes-là, et notamment en région, parce qu'on a beaucoup de demandes d'animation en région. Et donc, ça nous permettrait d'avoir aussi des animateurs certifiés avec nous qui pourront intervenir sur tout le territoire. Et toi, au démarrage de ton activité, est-ce que tu as eu des difficultés, par exemple, peut-être parce que finalement, ce que tu proposes, c'est pas quelque chose qui existait? Ouais. Comment t'as fait pour trouver déjà des modèles, des inspirations, des mentors, des choses comme ça? Comment j'ai fait pour trouver des modèles? En réalité, j'ai dupliqué le modèle de la fresque du climat. En fait, j'ai rencontré Nicolas Froissart lors d'une formation, mais en fait, on a discuté et j'ai trouvé ça super intéressant. Le format en fait pédagogie, le format où tu peux toucher plein de publics différents. Tu vois, nous, en 6 mois, là, on a touché plus de 1000 participants. Et donc, l'impact, il est assez fort. En termes de déploiement, ça peut aller très, très vite. Et aussi, en fait, une envie d'avoir des outils un peu qui me ressemblent et que j'aurais aimé avoir, en fait. Donc, en fait, quand j'ai créé la fresque de l'engagement, j'ai créé un jeu de l'engagement comme j'aurais aimé avoir. Oui, t'as répondu à un besoin que toi, t'as pas pu... Exactement, et que j'avais pu observer avec... Parce qu'initialement, oui, toi, t'avais travaillé dans tout ce qui était RSE aussi. Exactement, j'ai une double casquette, exactement. Ouais. J'ai une casquette développement durable et j'ai une casquette engagement associatif. Donc, c'est aussi l'Institut citoyen, ça ressemble beaucoup aussi à mes deux activités, à mes deux casquettes en général. Et c'est pour ça qu'on a créé en fait, on a créé plein de choses un peu qui disruptent un peu le format des fresques. Nous, on a un format où on a des cartes défis, on a un format où il y a un pitch projet à la fin des ateliers. Et ça, c'est typiquement des choses assez innovantes dans le format des fresques, où souvent c'était des formats où on donnait l'information. Nous, on prend l'information et on crée une initiative. D'accord, donc c'est une information qui était très descendante que vous avez rendue ludique au final. Alors ça a toujours été ludique le format fresque, mais c'était toujours la transmission d'informations. Et nous, on a vraiment cet enjeu où comment le participant il devient totalement acteur de la démarche. Et donc en fait, il va devoir résoudre un défi collectivement. Il y a des sous-groupes, il y a des débats, ils votent pour le meilleur projet, ils choisissent le meilleur projet, et ensuite ils ont des certificats d'engagement où
vraiment ils écrivent, en fait, ils s'engagent à mettre en place des actions dès demain. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment le passage à l'action. Et t'as des retours sur qu'est-ce qu'il y a un feedback après pour savoir ce qui a été mis en place? Bah du coup, après 1000 participants, on a eu des feedbacks. On a des initiatives qui ont été portées. On est en train d'essayer de les valoriser. L'un des premiers ateliers qu'on a réalisé, c'était au sein d'un centre social, et on avait du coup 15 jeunes ambassadeurs sur l'engagement qui proposaient des projets qui allaient être votés lors du budget participatif de la ville. Donc c'est extrêmement concret, ça s'inscrit vraiment dans une dynamique hyper concrète, et donc on est en train de valoriser ça, et on aimerait bien à la fin de l'année avoir un livre d'or avec toutes les initiatives qui ont été menées et qu'on puisse les valoriser. Là, on a une nouvelle version d'atelier qui est sortie récemment. On a mis à jour pas mal de contenu sur les différentes cartes, et on est en train d'écrire aussi un kit d'action pour chaque participant à la fin, pour qu'ils puissent se demander, ok, j'ai eu cette idée pendant l'atelier, comment je peux aller plus loin. D'accord, que toutes les idées, même si elles n'ont pas été votées, qu'elles puissent être récupérées par la suite. Parce que nous, on est là que 2h30. Donc on n'a pas le temps on n'a pas la possibilité de venir tous les jours dire est-ce que vous avez fait, de quoi vous avez besoin, mais on est en train de créer un contenu justement en lien avec tout ça pour qu'ils puissent aller plus loin. Bah, pour aller plus loin, ce serait peut-être la version accompagnement, coaching. Ouais, c'est ça. Qui pourrait être. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Pour l'instant, on la propose pas, mais oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Je lis. Je lis. Est-ce que le public a des questions jusqu'à maintenant? Merci beaucoup et bravo. J'avais une question de base déjà pour démarrer. Ça a démarré quand est-ce que vous avez monté ça? J'ai pas eu la date de démarrage. Alors, on a commencé en 2020 pendant le confinement. Ça a été la première phase qui a fait émerger notamment Want to Help. Et puis l'Institut citoyen, ça a été créé en septembre, officiellement communiqué en janvier, mais on travaille dessus depuis cet été. Mais vous êtes combien dans l'asso du coup? Au sein du bureau, on est 4. Et ensuite, on a une dizaine d'animateurs qu'on a formés qui interviennent avec nous au sein de nos partenaires. Et après, on a un certain nombre de partenaires qu'on a aussi eu grâce à Want to Help, avec qui on travaille. Donc, on a une trentaine d'associations, entreprises, organisations, établissements scolaires qui travaillent avec nous aussi, qui nous soutiennent dans le projet. D'accord. Et votre objectif, ce serait d'arriver à combien d'animateurs par la suite? Alors, c'est une bonne question. On vise les 100 animateurs. D'accord. Sur tout le territoire. Sur tout le territoire, beaucoup en région, plus qu'en Île-de-France, parce qu'on a beaucoup de demandes de missions locales, d'établissements scolaires qui ont besoin en fait de ces outils réellement. Et donc on souhaite pas venir de Paris et descendre. On souhaite avoir des personnes engagées sur leur territoire qui sont ambassadeurs aussi de l'Institut citoyen et qui puissent animer des ateliers en parlant de leur propre expérience de leur territoire. Nous, vraiment, notre objectif, c'est l'action concrète et l'action locale. C'est vraiment ça qu'on vise. Je pense à deux petits enjeux qu'il y a aujourd'hui, et notamment sur les violences sexuelles et sexistes. Est-ce que c'est des sujets sur lesquels vous allez aller plus tard ou pas du tout? Bah écoute, il y a plein de sujets. Et c'est marrant parce qu'on te demande dans la fresque, on dit c'est quoi la cause qui te touche le plus? Moi, la cause qui me touche le plus, c'est comment on recrée de la solidarité et comment on passe à l'action collectivement. Et donc, du coup, il y a plein de sujets qui seraient intéressants. Là, on a pris des sujets qui sont assez larges, avec le développement durable et la citoyenneté. On a encore plein de sujets, l'éducation aux médias, la lutte contre les fake news. Mais aujourd'hui, en tout cas, pour l'instant, c'est pas prévu. Mais si demain, on s'associe avec un expert notamment, parce que moi, je suis pas du tout expert du sujet, je serais ravie, de créer un jeu, en lien avec ça, ouais. Dédié à ces enjeux-là, parce que moi, je rebondis surtout sur les enjeux RSE. Ouais. Et je vois que c'est des choses qui peuvent rentrer dans ce cadre-là. Donc, du coup, je me disais si... Bah, après, vous pouvez pas être sur tous les chantiers en même temps. Ouais, exactement. Déjà, c'est pas l'objectif. Moi, je tiens à vous rajouter du travail. C'est pas l'objectif, mais l'objectif, c'est que on essaie déjà de développer ces deux outils-là. Et après, si on a une opportunité, l'opportunité de s'associer. En tout cas, nous, on se positionnera jamais comme expert de ce sujet qui est assez spécifique, mais on pourra, si on s'associe à un ou des experts ou une organisation, on serait ravis de travailler notre ce sujet-là. Dimension ludique sur le sujet, ouais. Le public a d'autres questions? Peut-être une question, la sensibilisation et la mise en action par le jeu, le côté ludique, c'est très intéressant, mais est-ce que du coup pour les publics jeunes, il y a des idées de développement en dématérialisé?
avec peut-être le jeu par l'application, des choses comme ça. Alors effectivement, c'est hyper intéressant. On a ces enjeux du numérique en fait. On les utilise déjà. On a déjà pendant l'atelier des moments où on va utiliser des quiz interactifs, etc. Et effectivement, ça sera un projet. On est en train de réfléchir à comment on peut même référencer ces initiatives-là et les valoriser à travers un outil numérique. Donc vraiment, l'idée, c'est toujours aller plus loin dans le passage à l'action. Et ça sera un enjeu de développement pour nous dans les prochaines années. J'espère qu'on pourra faire ça. Et toi, en tant que femme, comment tu t'es sentie? Est-ce que tu as eu des difficultés, des réticences? Est-ce que t'as pas eu des petits points noirs au développement de ton activité, parce que porter des tels projets, des fois, on peut se dire que c'est fait pour une autre catégorie de personnes. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup au tout début déjà. J'ai entrepris très jeune, et donc du coup, j'ai eu beaucoup de choses en lien avec mon genre, mais aussi mon âge. Donc j'ai eu beaucoup de paternalistes. Oui. Beaucoup. Bah, ça change pas, hein. Même après. Ça change pas. T'as beau avoir 40 ans, 50 ans, voilà. Bah, c'est typiquement ce que j'ai eu. Ça peut être dans un rendez-vous avec un partenaire, ça peut être une collectivité qui va où je vais présenter ce que je fais et la personne va me dire, en fait, tu sais pas vraiment de quoi tu parles. Ou, moi, j'ai fait et je connais. Alors que la personne, elle n'a rien à voir avec ce que je fais. Donc voilà. Donc j'ai eu des trucs un peu lunaires comme ça. Mais souvent, en fait, moi, je fonctionne beaucoup dans l'adversité, n'est-ce pas? Donc en fait, ça me donne un peu la rage. Donc après, ça me donne la rage de mieux faire. Et ouais, beaucoup de remarques par rapport à mon âge. Dans le milieu d'engagement aussi, j'ai eu des expériences où on m'a reproché d'être trop jeune. On m'a dit que je pensais tout savoir, voilà, alors que j'étais dans une dynamique très créative, avec une énergie d'entrepreneuriat, tout simplement. Et donc, c'est venu d'hommes, mais aussi de femmes. D'accord. Oui. Voilà. Point info. Ouais. On dit paternaliste, mais ça vient aussi parfois de femmes plus âgées qui ont un peu d'ego, de voir des plus jeunes faire des choses différentes. Oui, parce que ça a toujours été fait comme ça, donc ça doit être comme ça. Exactement. Et pour ce qu'elle va tout révolutionner, alors qu'elle vient de sortir de l'école, en fait. C'est ça, en fait. Oui. Il y avait un truc de... plusieurs fois dans mon parcours, alors que je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de choses à expérimenter, j'ai eu beaucoup de reste à ta place. Ouais. Beaucoup. Non, mais ça, c'est... On s'est compris. Oui, mais c'est vrai que porter des projets aussi jeunes, enfin voilà, des fois on peut être mature sur des sujets ou avoir déjà des premières impressions sur des sujets et se dire on va pas attendre d'avoir 10, 15, 20 ans d'expérience. Enfin, on l'a déjà la capacité de le faire maintenant, on a déjà compris certaines choses. Quand on est curieux, enfin, et qu'on s'intéresse à quelque chose, il y a pas forcément d'âge. Après, c'est bien aussi d'avoir un retour d'expérience de quelqu'un qui est beaucoup plus âgé. Oui, bien sûr. Pour se dire intéressant. Voilà. Moi, je passe mon temps à demander des conseils, parfois même trop, tu vois, à m'enrichir de ce qui se passe avec des personnes parfois qui ont plus d'expérience. Je regarde beaucoup ce qui se passe à l'étranger. J'admire beaucoup les associations qui sont là depuis 10, 15, 30, 20 ans. Donc j'ai pas cet ego de me dire que j'ai raison, au contraire. Il y a plein de moments où je doute. Mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui le monde, en fait, sans faire le monde, il a changé et donc on a plein d'outils. Aujourd'hui, en un mois et demi, j'ai créé un jeu de cartes, ce qui pourrait prendre 6 mois, 1 an, 3 ans pour d'autres personnes. Ça prend du temps. Hein. J'ai travaillé sur un jeu de cartes, ça prend énormément de temps. Voilà. Mais j'ai pas beaucoup dormi cette période-là, mais du coup voilà. Et en fait, je pense qu'il y a pas trop de règles. Et je pense que l'enjeu, c'est juste de s'entourer. Je pense qu'il faut pas rester dans le truc de j'ai raison parce que je suis jeune ou j'ai raison parce que j'ai plus d'expérience. Mais je pense que le lien entre les deux, il est intéressant plutôt que de catégoriser. Oui, c'est ça. Voilà. Tu peux aussi bien apprendre de quelqu'un qui est jeune que de quelqu'un qui est beaucoup plus vieux, quoi. Exactement. Et du coup, quel a été ton plus grand apprentissage sur j'allais dire sur les 6 dernières... Non, ça fait 5, pas dire. 5, oui, parce que 6, ça fait beaucoup. L'apprentissage principal, mais je dirais le focus. Sur la vision? Ouais, sur la vision et sur tout travail au quotidien, en fait. Je suis créative, j'ai une énergie
J'ai des centaines d'idées de projets par semaine. Mon conjoint, il en est témoin. Je m'envoie des mails avec les projets rédigés. Et en fait, l'enjeu, c'est de se demander tous les jours comment je suis à créer de la valeur. Et aujourd'hui, j'ai entrepris différemment parce que j'ai pris de l'expérience et j'ai expérimenté. Aujourd'hui, je me demande tout le temps, et j'essaie en tout cas de me demander comment je vais créer de la valeur aujourd'hui pour mon organisation. Et pas qu'est-ce que j'ai à faire ou qu'est-ce que j'ai envie de faire. C'est t'as un processus d'amélioration continue, entre guillemets. Ouais. Et je n'ai de résultats que quand le soir je me pose et que je travaille sur ce que je vais faire le lendemain. D'accord. Et comment tu fais pour cumuler toutes les activités, le conseil, l'asso, enfin tout ça, enfin même gérer du personnel, du staff, enfin. Comment je fais? J'essaie de m'organiser. J'essaye. J'ai des périodes où je suis au top de l'organisation et j'ai des périodes où c'est catastrophique. J'ai pas trop d'entre-deux. Sinon, j'essaie d'être organisée. De base, moi, déjà, je suis très scolaire. J'avais plein d'agendas à l'époque. J'ai plein de surligneurs. J'ai encore ça, moi. Donc, j'ai un agenda électronique. J'ai un agenda papier. Je note mes 3 tâches par jour. J'ai des logiciels de gestion de projet que j'essaie d'alimenter. Et je suis encore en apprentissage, du coup. Mais en tout cas, j'essaie de faire ça. Goal Agenda, mon meilleur ami, sinon j'oublierais tout. Et après, j'ai encore plein de choses à apprendre. Mais du coup, j'essaye d'être rigoureuse. Notamment, je pense que l'histoire de la veille pour le lendemain, c'est un peu la clé. De se poser, en tout cas quand on entreprend ou quand on a une grande ambition ou des objectifs, c'est de se demander, ok, aujourd'hui j'ai fait ça, qu'est-ce que je dois faire demain pour faire mieux et avancer, parce que il y a la question parfois de moments où tu restes 7 heures devant ton PC, tu réponds à 3 mails, tu passes un coup de fil, mais en fait t'as créé aucune valeur. Tout simplement, t'es fatigué, en fait. Ouais, c'est ça. Quand t'es pas productif, faut savoir s'arrêter. Exactement. Bon, ça, on le sait pas au début, hein. On se dit, j'étais nulle, j'ai pas été efficace, mais en fait, t'as juste besoin d'une journée off, quoi. Exactement. On se sent coupable de pas avoir été productif tous les jours de la semaine. Ça, c'est un truc qu'on apprend aussi. Ça, c'est un truc, mais tu vois, même, en fait, quand je me pose et que le lendemain, je travaille vraiment sur la tâche qui va me faire avancer, même si je la termine pas, même si, par exemple, je dois produire un document et que je réfléchis même juste à la structure, j'aurais créé de la valeur. D'accord, ok. Ça va pas être lié au résultat, ça va être lié vers où je vais avancer pour le focus. D'accord. Tu vois la différence? Oui, je vois. Au lieu de sortir de la vision et faire un truc à côté qui est cool, hein, mais qui va pas vraiment créer de la valeur. Mais tu te contentes de ce que t'as pu faire sans forcément dire... Tant que je suis dans le bon endroit. Ok. Quand on entreprend, on a un peu envie d'être partout à la fois. Parce qu'on a plein de sujets, il y a plein de trucs, il y a la com, il y a l'administratif, il y a les clients, il y a la prospection, il y a tout. Ok, mais concrètement, qu'est-ce que tu peux faire demain pour avancer sur là où les problématiques et sur là où l'objectif que tu as principal. Et c'est intéressant parce que tu vois, par exemple, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre des grosses entreprises. Et si tu regardes, on parle de fonctions support. Et en fait, il y a les fonctions opérationnelles, il y a ce qui crée de la valeur, ce qui va créer chiffre d'affaires. Et tu as les fonctions support qui sont hyper importantes, mais qui en termes parfois de RH prennent un peu moins de place. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'on doit penser en termes d'énergie. Je pense que dans ta semaine, il faut qu'il y ait, même si tu travailles 2 jours par semaine, il faut qu'il y ait 70% de ton temps qui soit dans des tâches qui vont produire de la valeur pour ton orga et 15 à 20% qui soient sur des tâches support. Voilà. C'est mon avis. Ça, c'est la masterclass sur l'organisation. Gestion du temps. Ouais, c'est ça. Et si là, tu devais donner un conseil à quelqu'un qui se lançait, qui voulait une boîte à impact, une entreprise à impact, qu'est-ce serait le meilleur conseil que tu aurais à lui donner? Moi, je dirais un conseil que j'ai toujours écouté parce que j'écoute des podcasts depuis longtemps et j'entendais les gens parler de ça, je disais mais non, impossible. Je trouve qu'il faut trouver la mission. Ça, c'est hyper important. C'est le principe des organisations à impact. Trouver la problématique sociale et sociétale auquel on va répondre. Et il faut très rapidement trouver un modèle économique. Ça fait partie des sujets dont on m'a parlé au tout début, que j'ai ignoré. J'ai fermé les yeux, j'ai éteint les oreilles. C'est vraiment la partie modèle économique. Pérenniser son modèle. On peut pas passer 90% à parler de ces sujets ou à essayer de solutionner si on peut pas manger, en fait. Ça paraît évident, mais je pense que c'est hyper important et je trouve que ça doit pas être tabou si gagner de l'argent dans ces domaines-là.
Oui, t'as un double. Ils disent, ouais, moi, c'est une entreprise à impact, c'est l'impact avant tout, mais en fait, si t'as pas tout derrière, tu peux pas avoir d'impact. En fait, c'est l'argent qui va te permettre d'avoir un impact important. Aujourd'hui, même quand nous, on est une structure associative, il y a d'autres associations qui ont besoin d'accompagnement et de financement pour pouvoir aller voir des bénéficiaires, pour pouvoir aller au plus profond des problématiques et pouvoir agir. Et donc, je pense que l'argent, dans ces milieux-là, faut pas que ce soit tabou. Au contraire, c'est juste un moyen, en réalité. Oui, pour arriver à ton objectif. Et en fait, ça change tout parce que tu travailles mieux, tu peux t'entourer, tu peux te structurer, tu peux aller en région en 3 mois, tu peux imprimer 15 jeux de cartes et les offrir à des jeunes qui en ont besoin. Enfin, et ça, j'ai beaucoup travaillé ce rapport à l'argent, ouais. Et aujourd'hui, comment tu vois, tu travailles avec des partenaires, là, ça commence à se réguler au niveau des. Ouais, ça n'a rien à voir. Avant, c'était la philanthropie. Du coup, on est une association, donc on a une partie où on va avoir des partenaires qui vont organiser des fresques qui vont nous soutenir financièrement, et on est en train de justement travailler à avoir des financements publics, privés, pour pouvoir intervenir dans des milieux scolaires, auprès de bénéficiaires en situation de fragilité. Donc, on a vraiment un double modèle qui nous assure une pérennité. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on termine? Bonsoir. Donc la question c'est entreprise à impact, donc c'est dans le SS. Est-ce que vous avez participé à des concours, des bourses en région ou nationale ou internationale pour votre projet? Alors merci pour la question. C'est vrai qu'on a eu un prix qui a beaucoup qui nous a donné beaucoup de visibilité. On a eu le prix Talent des Cités avec BPI France en 2021. Donc on a eu le prix de la région Île-de-France et puis par la suite on a eu un prix national avec notamment Radio France. Donc ça a été un super outil. On est passé sur France 3, on a eu des radios, on a eu de la presse, on a eu du coup des partenaires, on a rencontré la ministre chargée de la ville. Enfin, ça a été un super tremplin pour pouvoir avoir un certain nombre d'acteurs. Et aujourd'hui, en réalité, l'Institut citoyen, c'est aussi le résultat d'acteurs qui nous avaient fait confiance aussi avant. Par exemple, Deloitte, on a travaillé avec Deloitte, ça fait presque 2 ans et demi, presque 3 ans. On travaille avec l'Institut catholique de Paris, on travaille avec des associations qu'on connaît depuis quelques années. Donc, ça fait partie des rencontres qu'on a eues pendant ces belles périodes qui nous ont permis de fresquer en fait très vite. Le modèle était déjà là. Ouais. Vous avez les partenaires, maintenant il n'y avait plus qu'à déployer. Exactement. Entre guillemets. Exactement. Mais bravo Anaïs. Merci. Je fais la rétrospective depuis 2021, mais il y a tellement de choses qui se sont passées. Non, mais franchement, ça fait 4 ans. Non, mais je suis trop fière, en fait. Je savais je suis très contente. Je le savais. Je l'avais senti. Je l'avais senti. Bon, mais merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Mais merci Anaïs. Du coup, vous allez retrouver Anaïs sur ton site internet. Je peux partager mon LinkedIn. Tu partages tout ce que tu veux. Ok, trop bien. Parce que c'est là où je suis la plus assidue. Donc, c'est Anaïs Abchar, ABCHAR. Et du coup, sur Instagram, c'est Fresque de l'engagement et Institut citoyen avec le tiret du 8 au milieu. Et Anaïs ABH pour mon compte Instagram si vous voulez voir parler d'engagement et de citoyenneté. Voilà. Merci beaucoup. Merci.